Bon, après un WWE Raw plutôt un bon, plutôt intéressant, eh bien, l'idée voudrait que WWE SmackDown, qui est le show qui pour le moment, eh bien, réussit tout de même à offrir à la WWE, la plupart du temps, c'est l'être de noblesse. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que SmackDown a finalement sorti, est-ce que la WWE a réussi à faire que ces deux shows majeurs soient les biggest shows of the weeks. Mon anglais est catastrophique. Eh bien, nous allons essayer de savoir ça pour ce Wrestling Show. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre CEO qui vient sûr vous présenter, qui va vous débriefer le show de SmackDown. On va bien sûr décortiquer, analyser bien sûr tout ça. Et donc, on va commencer tout de suite avec ce qui s'est passé durant l'émission, puisqu'il s'est passé des choses durant l'émission. Il y a eu tout d'abord, et oui, vous avez vu, Cesaro et Seth Rollins ont discuté. On verra justement de quoi ils ont parlé. Daniel Bryan et Jey Uso se sont affrontés et il y a eu un no contest puisqu'il y a eu un double décompte à l'extérieur et Roman Reigns a mené son grain de sel. Il faut savoir pour information que au début du show, eh bien Roman Reigns a parlé justement de ce qui s'est passé à Elimination Chamber. Et à ce moment précis, il y a eu Jey Uso qui est venu parce que Daniel Bryan est venu pour demander un match de championnat sous prétexte que si que de ça. Et au final, voilà, Otis et Chad Gable ont battu la team Mysterio, c'est-à-dire, eh bien, Dominique et Ray Ray. Nous avons eu ensuite, eh bien oui, Apollo Crew dans cette nouvelle gimmick, on en parlera, qui a donc battu Shinsuke Nakamura. On en parlera bien évidemment durant ce Wrestling Show. Nous avons eu ensuite Liv Morgan qui a perdu contre Tamina Snuka aussi, on en parlera bien sûr. On ne parlera pas par contre de Street Profits qui ont battu Sami Zayn et King Corbin, mais on parlera bien sûr du choix et comment cela a été mis en scène de Bianca Belair qui a donc choisi Sasha Banks pour tout ça. Voilà un petit peu ce qu'on a à dire par rapport à ça. Alors, avant de vous donner mon avis total, parce que forcément je vais faire un peu de teasing, je vais bien évidemment vous parler en détail de ce qui s'est passé durant ce show, et de ce qui s'est passé, et de ce que j'ai aimé, et de ce que j'ai moins aimé pour information. Alors, clairement, on va commencer tout de suite alors que la musique est du feu de Dieu aujourd'hui. Oui, c'est du Dolby Surround, du Audio Machine. Ouais, vous l'avez pas donné. Et on va commencer avec ce segment d'introduction, segment qui présentait littéralement ce qui s'était passé. On faisait le bilan de ce qui s'était passé du côté de WWE Elimination Chambers 2021. Vous savez qu'est-ce que j'avais dit à Elimination Chambers? J'avais dit notamment que c'était une déception, à voir notamment que Jey Uso n'était pas devenu le challenger numéro un pour essayer de faire coucher, etc. Je comprends mieux pourquoi Daniel Bryan, puisque Daniel Bryan a priori devrait être le nouveau challenger pour le titre à Fastlane, et ça, dans l'idée, on peut comprendre. Mais moi, je reste intimement convaincu que Elimination Chambers aurait dû être ceci. Ça n'aurait pas évité le contraire. Daniel Bryan aurait très bien pu venir en disant voilà, quitte à faire un truc de fou, c'est-à-dire Roman Reigns qui intervient et qui aurait coûté le match à Daniel Bryan avec Jey Uso et ainsi de suite et ainsi de suite. Ça aurait pu valoir quelque chose. Malgré tout, ils ont pris cet axe pour pouvoir tenter quelque chose. C'est une bonne initiative. En tout cas, le segment de Roman Reigns, je l'ai trouvé très très bon, comme toujours. Daniel Bryan a été, je dirais, en toute simplicité, mais le fait de l'avoir fait en simplicité n'a pas dénaturé les qualités du show, les qualités de ce qui a été proposé concrètement. Le segment était très bien et on peut quand même être très content par rapport à ça. Donc, ça a donné donc finalement le main event. Alors, le main event, il faudra qu'on m'explique comment Daniel Bryan a pu décider que Jey Uso, etc. à un moment donné. Soit il le fait après, mais soit il le fait avant. Mais bon, ça c'est du détail. Juste après, on a eu donc Otis, qui a donc affronté les Mysterio avec Chad Gable. Match qui ressemble beaucoup à celui de la semaine dernière. Pas grand chose à se mettre sous la dent. On a clairement un Otis qui est un peu plus agressif, qui est beaucoup plus fight par rapport à ça, qui est coaché par Chad Gable. Par contre, j'ai un gros bémol. Et le bémol, il est de taille. C'est deuxième défaite consécutive pour Dominique et Ray Ray. Alors, si dans les faits, le fait que Ray Ray prend deux fois le tombé,
j'ai envie de te dire, c'est pas déplaisant en soi. Ça protège Dominique et ça empêche que Dominique soit mis de côté. Le problème, c'est que si. Alors, on peut dire aussi que Dominique, il a quand même, dans son exarcelle, la victoire sur King Corbin qui a été intéressant. Le problème, c'est que King Corbin aujourd'hui, plus les semaines passent, plus tu as quand même l'impression que King Corbin, c'est plus réellement le lutteur qu'il était auparavant. Moi, la question que je me pose quand je vois ça, c'est est-ce que Dominique n'est pas en train de se faire décrédibiliser? Si Rey Mysterio avait affronté Otis et que Otis avait gagné, j'aurais dit pourquoi pas. Le problème, c'est que Dominique a besoin de spotlight. Et malheureusement, il n'obtient pas de spotlight puisque malheureusement, la WWE lui fait malheureusement pas cet affront, mais il perd. Il perd avec son père, mais il perd. Donc moi, je me dis, est-ce que c'est une bonne idée de le faire ça? On sait que Otis doit être crédibilisé. Tu peux pas faire un heel turn à Otis en considérant que tout simplement tu fais comme si de rien n'était. Tu es un petit peu obligé de le crédibiliser, tu es obligé d'un petit peu de lui donner de l'envergure pour le rendre intéressant. Et concrètement, c'est ce qui se passe dans ces matchs. Mais est-ce une bonne idée de mettre Rey Mysterio et Dominique par rapport à ça? Est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux de faire que Dominique et Rey Mysterio soient mis dans une équipe, genre, etc. On sait que Robert Roode et Dolph Ziggler, il y a un match entre ça et ça, quitte à mettre les Street Profits, et peut-être tenter quelque chose. Là, je suis très partagé à cette idée de mettre Rey Mysterio et Dominique, même si Rey Mysterio prend les tombées, donc il protège Dominique, mais la vérité, c'est que si on doit faire un bilan, justement, on va le faire. Le bilan de Dominique aujourd'hui à la WWE, j'ai envie de te dire, alors, on pourra toujours dire que le bilan, c'est compliqué de faire un bilan après 6 mois, 6-7 mois après qu'il est là. Mais je suis désolé, Dominique, ça fait 6-7 mois qu'il est là. Il a commencé bien sûr par affronter avec notamment, ça fait quasiment 1 an et demi, mais vous voyez, il a commencé à être vraiment lutteur depuis pratiquement 6-7 mois. Euh, je commence à me demander, et à juste titre, je commence à me demander clairement si Dominique va réussir à faire la carrière de son père. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Dominique, il n'a pas encore. Pour moi, Dominique, ça fait pas longtemps qu'il fait sa carrière, donc on va lui laisser du temps. Mais moi, de mon point de vue, Dominique aurait dû aller à NXT. Il aurait dû aller à NXT, il aurait dû travailler à NXT, il aurait dû bosser à NXT, peut-être laisser voir son père apparaître quelquefois, mais pas faire ce qu'ils ont fait. Je vais prendre le cas concret, notamment d'une famille qui a été présente, notamment avec ce qui s'est passé lundi. C'est Ric Flair et Charlotte Flair. Charlotte était à NXT toute seule. Et au final, elle a réussi à se faire un nom et Ric Flair s'est incrémenté dessus. Là, Rey Mysterio, il est déjà avec son fils. Peut-être qu'à un moment donné, il serait peut-être judicieux à la WWE de prendre Dominique, le mettre à NXT, le laisser bosser à NXT, le laisser travailler à NXT pour finalement le remettre à SmackDown. Je pense que ça a été trop vite. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de lui jeter la pierre. Parce que tu sens que son style, même, il se cherche. Il veut faire de la lucha libre comme son père. Parce qu'à un moment donné, on lui explique que c'est le fils de Rey Mysterio. Ça doit être dur de porter le... Comment dire? Le poids du nom Mysterio. Déjà, rien que le mec Dominique Mysterio. Comme si le nom de Dominique, c'était... Non, il aurait dû s'appeler Dominique. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que Rey Mysterio, soit, alors il y a deux possibilités. Soit il l'envoie à NXT, donc ils disent voilà, écoute, on t'envoie à NXT, tu vas bosser là-bas, et Ray travaillera tout seul, ce qui peut être une éventualité, puisque la famille est disséminée. Alia est partie, la mère de Dominique est partie, il n'y a plus que ces deux-là. Dominique et Ray font des victoires un peu décousues, des fois il y a des matchs, mais pour moi, il faudrait que Dominique aille du côté du roster et de NXT, qu'il bosse un petit peu, ou alors, deuxième possibilité, et je pense que ça serait une idée c'est de prendre Seth Rollins, mettre Dominique avec Seth Rollins et le faire devenir un menteur en exécutant un heel turn. T'as l'impression que la chape de plomb sur Dominique, elle est énorme pour le pauvre. Et c'est difficile de porter ça, justement. C'est comme si demain vous aviez... quand il y aura la fille de... Bon, je sais pas si elle le fera, mais
La fille de Stéphanie de Hunter, imaginez-vous porter le rôle de ce que vos parents font. C'est pas évident, c'est difficile, ça demande beaucoup de responsabilités. Et concrètement, c'est quelque chose de compliqué. Après, bon, pour moi, c'est ça que je veux dire. Pour moi, c'est ça. Ensuite, on a eu ça. Alors, on va en parler. Alors, le match était très bien. Alors, bien sûr, l'intervention d'avant-match était logique, puisque, bien sûr, il fallait mettre un petit peu de hits contre Apollo Crew. Apollo Crew fait du très très bon heal d'ailleurs, enfin, un très bon heal pour information. Malgré tout, j'ai un problème. J'ai un problème pourquoi? Parce que je n'ai pas compris le Nigeria. On a l'impression il fallait justifier quelque chose, donc on l'a mis le Nigeria. Alors je ne savais pas qu'Apollo Crew était nigérian, enfin afro-américain dont ses parents venaient du Nigeria, bon, ok. Mais quel est l'intérêt de le faire? C'est comme si demain vous dites Shinsuke Nakamura, bon ça se voit un petit peu. Alors c'est comme si par exemple, je sais pas, bon après beaucoup de monde parle de ses racines, mais c'est comme si demain vous aviez, alors je vais vous donner faudrait que je vous donne un exemple concret. Vous aviez Ricochet, qui est par exemple, je sais pas, d'origine portoricaine, et le mec il se dit portoricain. Non, à un moment donné, c'est comme si Kevin Owens se disait canadien. On peut le faire, à une certaine époque, ça pouvait le faire. Les années 90, quand on faisait le Canada contre l'Amérique, ça pouvait être une bonne idée. Quand on faisait le Mexique, avec notamment des petites choses, avec notamment le pouvoir américain contre, vous savez, c'était... je me souviens plus de... Soit c'était Sergent Slaughter, je crois, avec notamment les pays d'Émirats, ça pouvait se justifier. Quand on voyait Mohamed Hassan, qui était notamment un espèce de... Après, ça a été une histoire là un peu particulière, voire le Great Khali avec le Punjabi, ça pouvait faire. Parce qu'ils avaient ce personnage. Là, Apollo Crew, de toute façon, il s'appellera Apollo Crew. Donc, c'est comme si demain, Kofi Kingston, il disait: ah bah moi, je veux être ghanéen. Je ne vois pas l'intérêt, je vois pas la valeur ajoutée de ça. Je vois pas pourquoi être nigérian va l'aider. Alors, il a essayé de l'expliquer, et l'explication tient la route. Mais je pense qu'il aurait juste fallu qu'Apollo Crew vienne en disant: voilà, moi j'ai voulu être gentil. Maintenant, moi, dans ma famille, qui est une famille, quitte à dire, voilà, par exemple, Apollo Crew, je sais pas. Apollo Crew, par exemple, il vient de Sacramento en Californie, justement. Et ben, ce qu'il aurait pu faire, c'est dire: moi, je viens de Californie à Sacramento, dans cette famille, nanana. Parce que clairement, et puis ce qu'il avait fait la semaine dernière sur Biggie, ça suffisait juste à calmer le jeu, quoi. Donc voilà. C'est mon point de vue. Je pense que, par contre, bien évidemment, l'exécution de son heel turn, c'est parfait. Si t'enlèves mon interrogation sur le fait que, voilà, pourquoi le Nigeria, j'estime que Apollo Crew fait un heel turn à tout ce qu'il faut. Il est parfait dans ce personnage, il s'en sort très bien, il fait les choses bien, et moi on peut que être ravi de ce qu'il a fait. Le match contre Shinsuke Nakamura était quand même pas mal, même si, bon, après la victoire était logique. Tu peux pas faire perdre Apollo Crew alors qu'il vient de changer de gimmick et qu'il vient de faire son Hilton il y a quelques semaines. Ça serait quand même gênant. Ça fait forcément mal pour Shinsuke, qui forcément aligne défaite un peu sur défaite, mais c'est un peu logique par rapport à ça. Bon, après, il pourra se reprendre, ça je me fais pas de soucis là-dessus. Ce que Biggie va revenir, ça je me fais pas de soucis là-dessus. Parlons un petit peu, alors je vais quand même parler de ça, parce que, alors j'ai fait un petit aparté sur ça. Alors pourquoi j'ai voulu parler de Liv Morgan et donc de Tamina, Natalia et de Ruby Riott? C'est parce que j'ai ce sentiment un peu désagréable, à tort ou à raison, que la WWE a créé des tag teams, tort ou à raison, a créé des tag teams. Ils ont créé la Riot Squad. Là, ils ont mis Tamina et Natalia ensemble. Ils ont mis, à tort ou à raison, ils ont mis certaines tag teams ensemble, Lana et Naomi par exemple. Mais t'as l'impression, et ça c'est terrible,
t'as l'impression qu'on ne sait pas pourquoi ces tag teams sont là. Donc il faut les justifier. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils mettent des matchs ensemble. La Tamina, on aurait dit une Nia Jax en puissante. Elle était très forte, elle a fait un sacré match. Elle a littéralement décimé Liv Morgan. Et ça c'est bien. Mais quelle va être la valeur ajoutée? Shayna et Nia vont affronter, donc a priori, il y a Lana et Naomi qui sont en pole position. Donc à SmackDown, le titre, on l'oublie un petit peu. Ce titre féminin par équipe, il est en train clairement de devenir un poids. Je veux dire, quand tu vois ce qu'a fait, et je vais me remettre en plein écran comme ça vous allez pouvoir bien voir, quand vous voyez, par le plus grand des hasards, quand vous voyez le match avec le Dusty Rhodes Tag Team Classic Woman, quand tu vois la qualité du match entre Dakota Kai, Raquel Gonzalez et Ember Moon et Shotzi Blackheart, tu te dis dans ta tête, il y a du high level par rapport à ça. Tout est bien calibré, tout est bien amené, parce que les shows sont sur un show. Soit tu fais en sorte que les titres féminins soient à un endroit, mais tu peux faire les deux. Ça pose un problème monumental. Parce qu'à un show oublie et les tag teams ils s'oublient complètement. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce qui s'est passé? Donc on va continuer. Alors, je parlerai pas des Street Profits. Le choix de Bianca Belair, parlons-en. Alors, j'ai pas compris la présence de Reginald. Je veux dire, la présence de Reginald, j'ai toujours pas compris. Il n'aurait pas été là, ça aurait servi pareil. Pourquoi a-t-il été là? J'adore Reginald, j'adore ce qu'il a été. Mais là, sa présence n'a pas lieu d'être. Mais après, quand j'y ai réfléchi, je me suis dit, en fait, si, sa présence a lieu d'être. En fait, ce qu'ils ont fait, ils ont pris Reginald, et ils vont se servir de Reginald pour semer la zizanie entre Bianca et Sacha. Pourquoi? Parce que tu as du face versus face. Et on voit clairement que les deux, si tu les laisses comme ça, ils vont être copines comme cochonnes. C'est dégueulasse. Et surtout, là, pour information, Bianca va pas s'en prendre à Sacha. Sauf que, c'est là que je me dis que les ceintures par équipe féminine de la WWE auraient pu servir. Je sais ce que vous allez me dire. Putain, mais tu n'es pas cohérent avec ce que tu dis. C'est vrai. Mais je vais vous dire un truc. Souvenez-vous en 2007, Shawn Michaels, John Cena. Ils remportent les ceintures par équipe de Raw. Je sais pas si ça s'appelait comme ça. Les WWE Tag Team Championship. Durant tout le moment, à aucun moment, John Cena surveille tout le monde, sauf le dernier. Le dernier show, il met un switch. Shawn met un switch in music à John Cena. On aurait pu avoir un truc comme ça. C'est-à-dire Sacha qui se méfie qu'au début ça se passe bien, les deux rigolent, les deux se parlent bien, etc. Et puis plus les temps se passent, puis Sacha, puis Bianca, ou Sacha, on sait pas, qu'importe. Et bien tu te rends compte que Bianca ou Sacha, et là Nia et Shayna auraient pu avoir un rôle d'appoint. Vous voyez ce que je veux dire? À Fastlane, il y aurait pu avoir justement un match. Alors je sais, il y aurait pu avoir les ceintures par équipe féminine, mais pas forcément les défendre, d'avoir des petites choses de ci, de là. Ça aurait pu valoir quelque chose. Après, tu les rends à une autre équipe, mais à partir de ce moment-là, ça aurait pu être quelque chose. Quitte à les perdre le dernier moment. T'es à SmackDown, le match a lieu. Tu mets un match entre, je sais pas, entre telle et telle personne. Et puis ça permet justement à ce que on donne les ceintures à SmackDown pour permettre de les personnifier. Parce que SmackDown n'a pas eu la ceinture depuis très longtemps. Donc voilà. Mais après, pour la décision de Bianca, elle est logique. Sacha, ils veulent utiliser Reginald pour essayer justement de semer les années entre les deux personnes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai pas d'avis particulier là-dessus. Il faudra bien évidemment être sûr, et ça c'est évident, que ça tienne la route. Et il va falloir aussi que Carmella mette son grain de sel, parce que si Carmella vient pas là-dedans par rapport à ça, je suis au gré de le dire que ça va être de la merde. Voilà.
Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Tiens, qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu... Ah oui, parlons-en. Comment dire? C'était un très bon segment. C'était un très très bon segment. Honnêtement, j'ai plutôt apprécié ce segment. Je trouvais que ce segment était bien amené, je trouvais que ce segment était plutôt bien fait. Et j'ai trouvé que les choses étaient plutôt bien faites. On voit que Cesaro et Seth Rollins vont s'affronter. Ça, ça, il n'y avait aucun souci là-dessus. Forcément, ça va être Seth Rollins qui va gagner, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est plutôt intéressant. Ce qu'à propos, d'ailleurs, Seth Rollins, dans ce qu'il dit, c'est pas con. Mais en tout cas, c'est pas mal. En tout cas, j'ai plutôt apprécié et j'ai plutôt adoré ce qui s'était passé. Voilà. Pas grand chose à dire de plus, puisque forcément, eh bien, les choses ont été faites telles que c'est. Et donc, on va terminer avec, bien évidemment, ceci. Alors le match en lui-même, j'ai pas le résultat, il peut être surprenant, mais en théorie, les choses se passent bien. Voilà, le match est bien, le match est bien amené. J'ai un problème avec la fin. Pourquoi? Parce que, en fait, quand j'ai vu Roman Reigns intervenir, je me suis posé une question. Où est Edge? Certains me diront, et à juste titre, bah que il peut pas venir parce que si Edge intervient à un moment donné, euh, il, il pourrait littéralement aussi se mettre en avantage en l'étant Daniel Bryan parce qu'il pourrait être champion. Sauf que là, c'est trop tôt. Edge n'a aucune garantie. D'ailleurs, Edge a choisi son adversaire. Edge a choisi Roman Reigns. Il veut Roman Reigns. Il s'en tape de Daniel Bryan. Lui, dans sa tête, il est en train d'expliquer à Roman Reigns. Alors, certains vont dire oui, mais c'est parce qu'il a fait le spear la semaine dernière, donc il s'est vengé, etc. Bien sûr, mais moi, de mon point de vue, Roman aurait dû voir Edge arriver. Surtout qu'il le propose. Tu peux pas le proposer et après te dire bah Edge, pourquoi il vient pas? Il aurait dû venir. Donc voilà la réalité. D'ailleurs, on pourra se demander pourquoi Roman ne lutte toujours pas. Bon, bref. Mais s'il n'y a, a pas Edge, où est Cesaro? Où est Cesaro? Cesaro, je pense, on le voit partir à un moment donné. Les deux font un check. Cesaro aurait pu revenir Daniel Bryan, Seth Rollins serait venu, et là, ça aurait pu justifier quelque chose. Voire même Kevin Owens. Où est Kevin Owens? Qui a disparu. Kevin Owens, qui est quand même le mec qui a foutu la merde avec Roman Reigns. Donc là où je veux en venir, c'est qu'il y avait des moyens de faire que Daniel Bryan soit présent, quitte à faire un truc sensationnel. Et ben vous savez quoi? On fait une tag team. Un truc de fou. Les titres de le titre universel de la WWE avec Seth Rollins, Roman Reigns, Jey Uso contre Daniel Bryan, Cesaro et Kevin Owens. Si jamais ça gagne, si jamais l'équipe Daniel Bryan devient champion de la WWE avec tout simplement un petit peu de zizanie, oui, celui qui fait le tomber, etc. Ça aurait pu être intéressant. La team Reigns contre la team Bryan. Ça aurait pu être intéressant. Non. Tu préfères faire du classique. C'est dommage. C'est dommage. Et honnêtement, moi, je suis déçu. Voilà. On verra si ça se passera ça la semaine prochaine, mais j'y crois pas du tout, hein, clairement. Bon, voilà. En tout cas, donc, show intéressant. Avec pas mal de petites choses qui auraient dû être réajustées. Mais dans l'optique, j'ai envie de te dire, c'est pas un mauvais show. C'est pas un mauvais show. Alors, je vais mettre Raw parce que Raw a été meilleur et ça faisait très longtemps que j'avais pas louangé le Raw depuis très longtemps. Mais je vais envie de dire, il y a des petites choses qui auraient pu rendre le show encore meilleur. Mais après, soit c'est du chipotage. Je prends le cas du Nigeria. C'est du chipotage pour moi. Dominique, c'est du chipotage. Le final me fait un peu plus chipoter en fait. Le final me fait un peu plus chipoter parce que ça me gêne un peu. Parce que tu proposes des trucs, tu montes des trucs, mais tu n'utilises pas. Donc voilà. En tout cas, c'était un show plutôt intéressant. Qui a apporté quelque chose. Et Raw, finalement, je le mets en premier parce qu'il y a de l'effort. En tout cas, ça fait plaisir de voir que la WWE s'est sorti les doigts pour les deux shows. À eux maintenant de continuer. WrestleMania arrive. Il va falloir travailler dur. Alors, il y a Fastlane entre les deux, mais en tout cas, il va falloir travailler dur. Et c'est tout normal que je leur souhaite. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé du show, vous aussi. Et vive le catch.